de tout ce qui est oral, de tout ce qui est immatériel et de l'importance donc de ces cultures de l'oralité en Afrique, en Algérie en particulier, et comment c'est valorisé. Alors l'oralité, c'est un domaine qui est très très important, non seulement en littérature, mais également en anthropologie, également en histoire, et disons la culture africaine, elle est orale. Et mon ami, donc le chercheur qu'il est, Slimane Hachi, ne me contredira pas lorsque je dis que l'oralité est importante et que l'oralité fait partie. D'ailleurs, lui, il dit toujours qu'il est l'homme de l'oralité. Il préfère discuter. Bien sûr, il écrit, il n'y a pas de doute, parce que les paroles s'envolent, comme on dit, peut-être. On va discuter de ça. Et les écrits restent. Mais il dit toujours, à un moment donné, écoutez, moi, je suis de l'oralité. Et je suis d'accord avec lui. Alors, l'oralité, comment elle s'exprime? Elle s'exprime donc à travers la poésie. Elle s'exprime à travers les contes, elle s'exprime à travers les proverbes, elle s'exprime à travers l'art de raconter les choses et de raconter l'histoire légendaire des villages, des tribus, de la communauté. Et cette mémoire-là, elle est transmise depuis la nuit des temps en Afrique, de génération en génération. Et à ce jour, dans beaucoup de pays africains et dans certaines régions d'Algérie, cette mémoire-là, cette mémoire orale, elle est importante. Elle est importante parce que la richesse, justement, de ce qui ne s'écrit pas se transmet de mère en fille, de père en fils, de génération en génération, mais aussi de père à fille et de mère à fils, bien entendu. Donc nous allons commencer le débat avec une chercheuse de l'université d'Oran 2, Madame Belahsen Mbarka, qui est chercheuse et qui travaille justement sur ces questions de l'oralité, sur ces questions de l'immatériel, mais on reviendra sur cette définition. J'aimerais lui donner la parole, d'abord pour se présenter plus amplement, et ensuite pour nous dire dans quel domaine elle fait ses recherches et pourquoi elle le fait. السلام عليكم. شكرا للسيد رئيس الجلسة الأستاذة الباحثة مباركة بلحسن من جامعة وهران 2، باحثة في علم الاجتماع الثقافي والأنثروبولوجيا. منذ بداية ولوجي للبحث العلمي اشتغلت على منطقة تندوف أو المناطق تقريبا الجنوب الغربي، خاصة على التراث الثقافي الحساني، معتمدة على المدونة الحسانية. وهنا نتكلم على كما ذكرت أهمية الشفوية، لوغاليتي. بوركوا لوغاليتي؟ الشفوية للأسف هناك من يرى فيها عملية غير مجدية ونركز كثيرا على التدوين، لكن لما نتكلم على المجتمع الحساني أو الحسانيين عندهم قدرة على الحفاظ على التراث اللامادي من خلال الشعر، من خلال الأدب، من خلال الحكاية، من خلال الألغاز. وتقريبا هي أداة أساسية في الحياة اليومية للبدوي بشكل عام، في الحياة البدوية. كذلك لا يجب أن نرى في الشفوية فقط الجانب الشفوي فقط، لكن المادة التي تقدمها هذه الشفوية
الحسانيين دونوا لهذه الثقافة من خلال الشعر. في الشعر نجد العلاقة بين المرأة والرجل، نجد لو جونغ، النوع الاجتماعي، نجد الخيمة، نجد الحياة اليومية، المهارات، المعارف. هناك قصائد معروفة، لأنه لما نتكلم على الثقافة الحسانية وأهمية التراث الحساني، هو التراث الذي نتقاسمه مع دول الجوار. نتحدث هنا عن مثلا الصحراء الغربية، موريتانيا، النيجر، مالي. هو امتداد، هو يعبر عن الامتداد الإفريقي للجزائر. للأسف احنا ما عطيناش أهمية كثيرة للبعد الإفريقي، دائما كنا نعطيها بظهورنا، والآن حان الوقت. إذن الأدب الحساني ولا الشفوية في الأدب الحساني مهمة جدا، لأنها تحافظ على البعد الإفريقي للجزائر بشكل خاص. Lorsque vous dites l'adab al-Hassani, c'est une région, est-ce que vous pouvez nous définir de manière un peu plus précise et délimiter ce qu'est le Hassani? Est-ce que c'est une région uniquement à Al-Janoub, Jazair ou ce qu'il y a au-delà? Donc le Hassani, est-ce que c'est délimité ou bien est-ce que c'est une culture qui touche plusieurs, disons, localités? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? الحسانيين هي نسبة لبني حسان، وكثقافة نتحدث عن ثقافة البيضان معروفة، يكتبوا عليها الفرنسية لي مور، ثم تعرفوا بلي مور. Exactement. Ah, d'accord. Ok. Donc les morts en français. Donc هما قبائل اللي استقروا في غرب افريقيا بشكل عام، لذلك هي ثقافة مشتركة بين الجزائر وعدة دول افريقية. مثلا موريتانيا، الصحراء الغربية، مالي، النيجر، نقدروا نمشوا حتى السنغال، تشاد. اكزاكتومون تشاد. السنغال نو، لا اظن. داكور. اوكي. هذه هي دونك هو اللسان، احنا نقولوا اللسان الحساني هي لهجة. ممكن نستعمل اللسان الحساني او الحسانيين ولا البيضان اللي هما لي مور، لكن هي نفس التسمية لنفس الشعوب. هذه اللهجة هذه est-ce qu'elle est plus importante et mise en valeur par exemple en Mauritanie ou bien en Algérie ou bien au Tchad et le Mali, ou est-ce qu'elle est la plus ancrée et la plus développée? بالنسبة أنا نفهمك وأنت تفهميني روحي. نو أنا متفاهمين. أنا متفاهمين. أنا نعبر أحسن. فوالا. وأنا نعبر أحسن. نخرج الكلمات بالعربية أحسن. وأنا نعبر أحسن باللغة الفرنسية. أنا متفاهمين، المهم إحنا نتفاهموا، يا با بروبليم. بالنسبة نسيت السؤال. سؤال هو la culture hassani, est-ce qu'elle est la plus importante en Mauritanie ou en Algérie ou au Tchad ou au Mali? شوف، الانطباع الأول والمعروف الشائع أن شنقيط أو موريتانيا هي مركز ثقافة البيضان أو الثقافة الحسانية، لكن بحكم تجربتي واشتغالي على المدونة الحسانية بشكل عام، أظن أن الشعب الوحيد اللي محافظ على الحسانية صافية، ماهيش غير لم تختلط بلهجات أخرى، هي الصحراء الغربية. صح. موريتانيا فيه امتزاج بين الحسانية مع السوننكي مع البمبارية إلى غير ذلك. صح. في الجزائر مختلطة مع اللهجات الأخرى. لما نقول تندوف تقريبا فيها لي 58 ولاية. دونك الحسانية نتاعنا مختلفة جدا، لكن أظن أنه avec les Touaregs non ça n'a rien à voir. non. دونك ممتاز، تأثرت باللهجات الأخرى، شيء طبيعي أنها تتأثر. واللغة بالعربية ولا اللغة أمازيغية؟ أهمية نتاع التراث الحساني بشكل عام والقوة نتاعه هو أنه فيه امتزاج، فيه الأمازيغية، فيه البعد الأمازيغي العربي الإفريقي والإسلامي، هو اللي أعطاها قوة وأعطاها وزن أكبر. دوك هي تقريبا 80% عربية فصحى،
مع مزيج بالامازيغيه وشي طبيعي لانهم المعاقله دخلوا على الصنهاجه وكان فيه امتزاج اللي عطى ادب جميل جدا. زعما نتمنى انه يكون فيه فرص مع فكره على فكره انه فيه كتابات الان. قبل ما كانش عندنا انتاجات كبيره حول التراث الحساني، لكن الان فيه هبه تقريبا في سنتين ثلاثه الاخيره، فيه كتب مهمه جدا حول الثقافه الحسانيه خاصه على الشفويه. Alors, كيفاش تعرفي باللي الحسنية oui En français, en en français. français. Quelle est la production? Comment on peut mesurer la qualité de l'expression hassaniya dans ces régions-là? Comment on peut dire que est-ce que ce sont des poètes? Est-ce que ce sont des conteurs? Est-ce que c'est quelque chose qui ne s'exprime que dans les foyers ou en public? لا، هي اللهجة التي تستعمل على كل المستويات، وبالعكس هي من اللغات أو من الألسنة الصارمة. احنا نقولوا الشقارة مثلا، أنا واحدة من تندوف، لو نتكلم في المكان تاعي يجب أن أجيد وأحافظ على كل القواعد. صح. فيه صرامة دوك موجودة في لي فوايي، في لي انستيتيوشن، في الأدب بشكل عام، في الشعر إلى غير ذلك. Donc c'est une langue en fait. Exactement. أنا ما بغيش نقول لهجة justement، لذلك أستعمل اللسان. C'est une langue. Donc est-ce qu'il y a, on reste toujours en Algérie. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des poètes qui sont connus et que l'on peut citer ou des poétesses hein? Bien sûr. عندنا شعراء وعندنا شاعرات، عندنا لبيز، عندنا الشاعر محمد لامين الزيني. صح. عندنا شاعرة وتكتب خاصة في التبراع، وهو نوع شعري خاص بالمرأة، خديجة بوصبيع. وعندنا شعراء معروفين، ممكن ماهوش معروفين على المستوى المحلي، لكن على المستوى الإفريقي معروفين. Et comment elle s'exprime? Elle s'exprime par l'écrit ou bien dans les lieux publics? C'est les lieux publics, c'est شفوية. كامل شفوية. شفوية. الآن فيه pour les poétesses, elle s'exprime les mariages, en quelle occasion? Les mariages. حنا الشعر تقريبا هو نتعاملوا معاه بشكل يومي. صح. كي تهضريت نربي من خلاله، نفرح من خلاله، حتى في الجنائز. دوك الشعر هو يواكب اليومي الإنساني في المجتمع الحساني بشكل عام. وانت في البحث تاعك par rapport la Mauritanie, pour ne prendre que la Mauritanie, où est-ce qu'elle est la plus développée en termes littéraires? En Mauritanie, au Mali, en Algérie, où est-ce qu'elle est la plus visible, la plus valorisée, allez, disons? C'est la Mauritanie ou le Sahara occidental, ou même en Algérie. Oui. الصحراوي باسكو علاش نقولها؟ لانه كما قلت يتكلموا الحسانيه فقط صافيه. بارابور لا موريتاني، الجيري كاين العربيه، كاين الفرنسي، كاين وهما يتكلموا غير بالحسانيه، عندهم غير الحسانيه، هذه هي اللغه تاعهم. D'accord. Et alors moi j'aimerais m'intéresser sur la manière dont vous travaillez en tant que chercheuse. À l'université d'Oran 2. Donc, c'est Madame Belhassan Mbarka. À l'université d'Oran, vous travaillez avec des étudiants sur cette langue-là? Non. Ou pas? Non. أنا في الحقيقة اشتغلت على التراث الحساني من زاوية لو ستاتيو دو لا فام، مكانة المرأة. داكور. دونك بما أني نشتغل على مكانة المرأة، حاولت أني ندرس مكانة المرأة من خلال المدونة الحسانية. دونك مكانتها في كيفاش يتكلموا عليها في الشعر، في الحكايات، في الحكم إلى غير ذلك. دونك دخلتها من هذا الجانب، من إشكالية مكانة المرأة، لو ستاتيو دو لا فام. صح. وعندي سؤال بمناسبة الطلاب. Est-ce qu'ils sont intéressés vraiment par ces questions de l'oralité à l'université d'Oran ou pas? Non. Non. Malheureusement, non. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les intéresser?
دونك نتكلم لهم على المواضيع اللي داخله في اطار علم اجتماع الجسد او انثروبولوجيه الجسد او ظواهر اللي خاصه بالمراه، ومن خلالها نقدر نتكلم. دوك يعرفوا الطلبه نتاعي يعرفوا المجتمع الحساني ويعرفوا الثقافه الحسانيه. D'accord, ok. Et vous, en tant que chercheuse, est-ce que vous avez publié dans ce domaine-là? J'ai 2 livres. Le premier sur la culture du corps. La culture du corps. Oui. Le corps de la femme ou le corps féminin. Le corps et le féminin. deuxième sur la mort. C'est D'accord. طقوس الجنازة في المجتمعات الصحراوية. Et par rapport au corps féminin, vous interprétez ça de quelle manière? C'est-à-dire le corps caché, le corps dévoilé, le corps voilé? Les deux. Les deux. Alors, comment on l'exprime? Vous Une autre conférence, je pense. Achetez le livre. Achetez le livre. Voilà, on reviendra vers vous dans une seconde. C'est très enrichissant. Et on va passer donc... Dis-lui de déclamer. Oui, après. On passe donc à M. Slimane Hachi, qui n'est plus à présenter sur la scène nationale, vu qu'il a beaucoup écrit et puis surtout qu'il est inspirateur d'expression sur l'anthropologie, puisqu'il est le directeur du SNRPH, le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Voilà. Et donc c'est un centre qui est national, qui est important, qui non seulement suscite des intérêts par rapport aux chercheurs dans ce domaine-là, mais il organise aussi des colloques, des rencontres. Slimane Hachi, c'est un défenseur de l'oralité dans la mesure où il a déposé, il est défenseur des biens immatériels de l'Algérie, comme le couscous par exemple, voilà, c'est lui qui va en parler mieux que moi, au niveau donc de l'UNESCO, pour reconnaître ce qui est algérien et uniquement algérien. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une bataille, disons, entre les pays d'Afrique du Nord, entre qui est propriétaire de quoi. Et donc, c'est jusque-là, l'Algérie, grâce à Slimane Hachi, se manifeste au niveau de l'UNESCO pour que ce qui est algérien ne soit pas volé par les autres pays d'Afrique du Nord. Et donc, c'est important, hein, la question immatérielle. L'oralité, c'est important. Et j'aimerais qu'il nous dise, Slimane Hachi, qu'est-ce qui le motive et pourquoi il a, au-delà du chercheur et de l'enseignant et du directeur, c'est-à-dire au niveau intime, personnel, qu'est-ce qui les motive à vouloir défendre les biens immatériels de l'Algérie? Merci. Merci, cher ami, cher collègue. Khair alaykoum. Comme tu t'es excusé tout à l'heure à propos du retard pris par l'organisation de cette réunion, moi aussi, je vous prie de nous excuser pour vous avoir retenu si tard. Le patrimoine. Patrimoine culturel, matériel et immatériel, vaste programme comme dirait l'autre. Alors quand كي يقولوا لي تروح تتكلم عن الموروث الثقافي نبدا المحاضرات ديالي بنفس الطريقة. Je commence par définir le concept, de dire dans les langues qu'est-ce que cette chose-là, qu'est-ce que le patrimoine. Et je commence évidemment par parler du nom de la chose dans la langue française, parce que c'est le choix le moins bon. Parce que patrimoine, comme chacun le sait, patrimoine étymologiquement, ce sont les héritages paternels.
hein, paternels, parce que patrie, pater, hein, ce sont les héritages paternels. Évidemment, ça commence par une faute, c'est complètement faux, que les héritages culturels sont des héritages paternels aussi, mais surtout maternels. Et il y a eu une conférence mondiale des humanités, des sciences humaines, hein, des humanités, conférence africaine des humanités, qui s'est tenue à Bamako il y a quelques années, 2015-2016, où nous avons été quelques-uns à proposer pour la langue française d'appeler ces choses-là, de les appeler matri-patrimoine. Le matri-patrimoine, ce qui rétablit une injustice, ce qui permet de dire que ces héritages-là sont à la fois paternels et maternels. Mais ça n'a pas suffi, ça ne suffit pas. Il faut regarder ailleurs. On a essayé de regarder des expressions, comment cette chose est appelée dans d'autres langues que le français. Et la langue d'à côté, hein, la langue anglaise, chez les anglo-saxons, cette chose s'appelle cultural heritage. Cultural heritage. Et en regardant d'autres langues, etc., on s'est rendu compte que c'est la meilleure formulation de ces choses-là, parce que tout le monde a des héritages, tout le monde a une culture, et toute la planète a la traduction dans sa propre langue, en hassani, en arabe, en français, en russe, en berbère, en tamazight, etc., il est assez aisé de traduire l'expression de cultural heritage. Et du coup, en arabe, ça va changer. Ça va changer, il ne faut plus parler de Torah Thaqafi, mais de Mawruth Thaqafi. Parce que le Mawruth Thaqafi, l'héritage, quelque chose d'actif, c'est quelque chose qui permet de continuer à vivre. Ce sont les héritages culturels. Et ça nous rapproche, parce que le patrimoine et Torah seraient de tendance à nous éloigner encore. Mais Mawruth Thaqafi, héritage culturel, ou Kissa al-Lisan en berbère, ou Kissa al-Lisan, c'est-à-dire ou Kiss al-Mouks, ce qu'on prélève, c'est le prélèvement, ce qu'on prélève de notre histoire, de notre culture, pour continuer de vivre avec. Parce que ce sont ces choses-là qui nous font ce que nous sommes. Ce sont ces choses-là qui nous font ce que nous sommes. Justement, j'allais te demander quel est l'intérêt. Oui. Ben, pour être tout court, tout simplement, pour être au monde. Parce que si vous n'avez pas d'héritage culturel, ce qui est impossible, il n'y a pas d'humanité qui n'ait d'héritage culturel. Mais cet héritage culturel est plus ou moins profond, plus ou moins dense, plus ou moins varié, plus ou moins ample. Mais plus vous avez d'héritage culturel, plus vous avez d'être au monde, plus vous avez de qualificatifs, plus vous avez de qualifications, plus vous êtes au monde. Et on est au monde avec ce que l'on a, avec ce que l'on est. C'est ça. C'est ça, les héritages culturels. Et quand d'autres vous en veulent, comme la colonisation, on veut coloniser. Elle s'attaque à quoi? Ceux qui vous en veulent vont s'attaquer à ce qui vous fait ce que vous êtes, pour que soit vous ne soyez plus, ou que vous soyez comme lui. Donc on va s'attaquer à vos héritages culturels. On va s'attaquer à ce qui vous définit le mieux, à ce qui fait votre histoire, à ce qui fait votre personnalité, à ce qui fait votre culture. Donc quand on vous en veut, quand on vous attaque, quand on a un programme de destruction de votre être, la première chose à laquelle on s'attaque à plusieurs choses en fait. La première chose à laquelle on s'attaque,
ce sont vos héritages culturels. La deuxième, pas chose, le deuxième être auquel on s'attaque, quand on vous en veut, c'est vos femmes. Parce que c'est là que se situe, que se retrouve la continuité, la continuation de la vie. La troisième chose à laquelle on s'attaque, ce sont vos arbres fruitiers. C'est quand on veut vous détruire, on s'attaque à ces trois choses. Première chose, on s'attaque à votre patrimoine, vos héritages culturels, on s'attaque à votre être féminin et on s'attaque à vos arbres. Souvenons-nous, la colonisation en Algérie, dès les débuts, dès la première décennie, 1830, 1840, on s'attaque aux oliviers, on s'attaque aux figuiers, on s'attaque aux palmiers, c'est-à-dire qu'on s'attaque à ce qui vous nourrit biologiquement, en même temps qu'on s'attaque à ce qui vous nourrit intellectuellement, symboliquement, etc. Et on s'attaque à ce qui vous reproduit, c'est-à-dire votre être féminin. Parce que la colonisation française avait comme motto de civiliser, entre guillemets. Hein. Oui. Non, et de dénaturer. Elle n'avait pas mission. La colonisation de l'Algérie est une colonisation particulière. Il n'y a pas d'autres exemples, ou très peu, au monde où il y a eu la même colonisation. C'est tout simplement une colonisation de peuplement. Colonisation de peuplement, c'est-à-dire remplacement d'une population par une autre. Les méthodes de remplacement, c'est semer la mort, semer la désolation, l'appauvrissement, la paupérisation, le séquestre des terres, le séquestre des biens, le repoussement. Hein, on vous repousse. C'est exactement vers des paysages hostiles. Voilà. C'est exact. Les deux seuls pays d'Afrique qui ont eu une colonisation de peuplement, c'est l'Algérie et l'Afrique du Sud. Et le repoussement dont tu parles, on le voit aussi, le fait de mettre de côté les Noirs sud-africains dans les townships. Oui. Et effectivement, vous avez raison. Oui. Tu peux me dire tu. Oui. Et ces colonisations de peuplement, c'est une stratégie, c'est un programme. C'est un programme. Ce n'est pas une improvisation. Exactement. C'est un programme permanent. Pour colonisation de peuplement, c'est les États-Unis. C'est l'Europe qui a génocidé les autochtones de ce continent, les Indiens, enfin ce qu'on appelle les Indiens, pour pouvoir s'installer de telle sorte qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'y a plus, quasiment plus, de peuples autochtones en Amérique et surtout en Amérique du Nord. Mais tout cela nous éloigne, paraît nous éloigner de notre sujet, de ce qu'est le patrimoine. De ce qu'est le patrimoine. Vous savez, l'Algérie, comme beaucoup d'États au monde, dispose de textes, dispose de lois, dispose de législation. Et l'Algérie est assez pionnière en la matière. Nous avons des textes, nous avons beaucoup de textes. Nous avons notamment, particulièrement, une loi qui s'appelle la loi de protection et de sauvegarde du patrimoine culturel. Cette loi a la particularité de dater de la fin du siècle dernier, c'est la loi de 1998, et elle a la particularité, excusez du peu, d'avoir été prise par un Parlement. C'était la première loi que le Parlement multiparti a prise. 98, ça a été la première loi, protection du patrimoine, que le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui avaient des députés qui venaient de tous les horizons, et cette loi est représentative des vertus de la démocratie. De telle sorte que cette loi est encore à l'œuvre. Elle travaille, elle avance, elle fait avancer les choses. Et c'est cette loi-là, de 1998, qui a permis d'adopter très vite, sans anicroche,
sans conflit, d'adopter très vite la convention de 2003 qui porte, la convention internationale de 2003 qui porte sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. On n'a eu aucun problème pour la ratifier. L'Algérie n'a eu aucun problème pour la ratifier parce qu'elle était conforme à sa propre loi nationale. Elle était conforme à la propre loi nationale de 1998. Mais avant de vous dire ça, je souhaite faire un petit rappel. Le patrimoine, les héritages culturels, ou ce qui nous fait ce que nous sommes, est protégé, sauvegardé par des textes internationaux, notamment à l'UNESCO. Il y a ce qu'on appelle les conventions internationales, هنالك اتفاقيات دولية لتحمي وتصون الموروث الثقافي ككل. 1972, l'UNESCO, la planète entière, a pris une convention, un texte de loi internationale qui s'appelle la Convention internationale de protection du patrimoine culturel matériel, c'est-à-dire le patrimoine qu'on peut toucher, qui a une matérialité. Et l'Algérie, comme beaucoup d'autres États au monde, a ratifié cette convention de sauvegarde du patrimoine culturel matériel. En 30 ans de mise en œuvre de cette convention, 30 ans jusqu'à la fin du XXe siècle, en 30 ans de mise en œuvre de cette convention, la planète entière s'est rendue compte, a fait le constat, que cette convention-là ne sauvegardait pas tout le patrimoine. Mais quand l'Ittifaqiyya, qui a des vertus, qui est très positive, mais cette convention-là ne protégeait pas tous les aspects du patrimoine. Et à la fin du siècle, du XXe siècle, est arrivé à la tête de l'UNESCO un Japonais, Koichiro Matsuhara, devient directeur général de l'UNESCO. Devenant directeur général de l'UNESCO, il est de sa culture, il est de son peuple, il est de son histoire, ce Japonais. Il soulève très vite la question, le problème de la sauvegarde de tout le patrimoine culturel et surtout de ses aspects immatériels, de ce patrimoine. Pourquoi c'est le Japonais qui le fait? Parce que, comme vous le savez, comme nous le savons, le Japon en 1945 a eu 2 bombes atomiques. 2 bombes atomiques. Le 6 août, Hiroshima, 3 jours après, c'est pas le lendemain. 3 jours après, c'est-à-dire que ceux qui ont mis la bombe atomique ont eu le temps de voir les méfaits de cette première bombe atomique. Eh bien, ils en mettent une autre, Nagasaki, le 9 août 1945. Le Japon est à genoux. Le Japon a plus qu'un genou à terre. Le Japon était au bord de l'inexistence. Le Japon, qu'est-ce qu'il fait? 45, 46, 47, le gouvernement japonais prend toutes les lois, tous les textes, tous les décrets, les arrêtés de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ils se mettent à rassembler leur musique, leur théâtre, leur littérature, leur poésie, leur temple, leurs croyances, leur attitude, leur rapport à l'autre. Pendant 2 ans, 3 ans, ils ont envoyé des brigades, ils ont envoyé des gens, des savants, des chercheurs, des étudiants, des hommes, des spécialistes de l'art, des artisans, pour rassembler tout leur patrimoine culturel immatériel. Et c'est ça qui a permis au Japon d'être ce qu'il est aujourd'hui. C'est cela, c'est d'avoir face à la vacuité, face au vide, face au risque de disparition totale après 2 bombes atomiques. Face à cela,
le Japon a le bon réflexe. Il se réapproprie son patrimoine, sa culture, son histoire, ce qui lui permet d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est le japonais, c'est Koichiro Matsuhara, à la tête de l'Organisation mondiale de la culture, qui fait appel à des Algériens pour demander de diriger des collectifs, des groupes, des colloques, des réunions, pour produire un texte susceptible de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel. C'est ainsi que l'Algérie a significativement participé à la rédaction de cette convention. Significativement participé à la rédaction de cette convention, d'abord par le président du comité, qui était Si Mohamed Bdjaoui, qui a dirigé pendant 2-3 ans toutes les réunions, tous les comités mondiaux, internationaux, qui se réunissaient dans plusieurs capitales, à Turin, à Brasilia, à Istanbul, à Paris, à Londres, à Lima, au Pérou. Tous ces comités ont abouti à la prise de la Convention internationale de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel que l'Algérie, excusez du peu, a ratifié comme premier État au monde. Comme premier État au monde, l'Algérie, la Convention a été prise en octobre 2003, février 2004, c'est-à-dire 3 ou 4 mois après, février 2004, l'Algérie ratifie cette convention comme premier État au monde. Au moment où nous parlons, aujourd'hui, il y a 183 États qui ont ratifié cette convention, qui l'ont ratifiée à la suite de l'Algérie. C'est quelque chose que les Algériens ne savent pas, qu'il faut que les Algériens savent, parce qu'il faut être fier de ça. Il faut être fier. C'est extraordinaire que cette convention qui est ratifiée par plus de 180 États au monde ait été ratifiée par notre pays comme premier État au monde. C'est pas rien, nom d'une pipe, non? Bien sûr que c'est non. pas rien. Enfin, Bien sûr que non. pardon, je termine très vite. Et c'est cette convention-là, auquel des experts algériens, dont je suis obligé de le dire, dont l'Abd Zaïf a participé à la rédaction de cette convention. Et c'est cette convention qui définit le mieux qu'est-ce que le patrimoine culturel immatériel. Et si vous allez à la définition du patrimoine immatériel dans cette convention, qu'est-ce que vous allez trouver? Eh bien, vous allez trouver la définition du patrimoine culturel immatériel de la loi algérienne de 1998. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'UNESCO copie, mais copiache l'UNESCO, mais copièche l'UNESCO. Ça, ça veut dire que les Algériens ont participé à la rédaction de cette convention-là, puisque la définition qui est dans l'article 2 de la convention correspond à l'article 66, l'article 67, 68 de la loi algérienne, de notre loi nationale de 1998. Et ça, il faut que les Algériens le savent, parce que c'est ça qui donne des sentiments, une attitude de fierté. Parce que c'est quoi la vie? La vie, c'est un combat perpétuel entre les motifs de fierté et la détestation de soi. Hein? Moins vous avez de motifs de fierté, plus vous vous détestez. Plus vous avez de motifs de fierté, moins vous vous détestez. Et la fabrication de l'amour de soi, de l'estime de soi, le patrimoine culturel immatériel, ça c'est pour répondre à ta question, cher ami, plus vous avez de motifs de fierté, plus vous avez des choses qui vous alimentent, moins vous vous détestez. Hein? Moins on a vécu des périodes où vous rencontrez un jeune, Kara, ça veut dire la détestation de soi. Ça veut dire le déficit en motif de fierté.
Mais quand il est fakhor brouho, il s'estime. Ça veut dire que le taux, c'est comme un taux bancaire, hein, ça veut dire que le taux de motif de fierté est grand et que marashkara roho, il a de l'estime de soi. Et la banque de l'estime de soi, elle n'est nulle part ailleurs que dans le patrimoine culturel, que dans les héritages culturels de ce qui vous fait ce que vous êtes. C'est ainsi que l'Algérie, après la ratification, j'ai été appelé par ma ministre de la Culture à l'époque, Khalida Toumi, elle me dit, tu vas appliquer, tu vas mettre en œuvre cette convention. Mais voici les instructions. Cette convention doit servir à protéger nos frontières culturelles. Quand vous regardez les éléments inscrits par l'Algérie, vous allez voir le tracé des frontières de l'Algérie. Vous savez, l'Ahlil, le Rakb, le costume de l'Ouest, le Sbeiba, le Sboua, la Sbeiba, qui a l'Imzad, la Sbeiba, jusque vous avez les contours de l'Algérie qui sont tracés par ces éléments-là. Tant et si bien que, il y a eu beaucoup de paroles autour de ce qu'on appelle, c'est un habit qui était masculin au départ et qui est devenu féminin, qu'on appelle le kaftan. Là, le kaftan est inscrit en 2012. On l'a inscrit en 2012. Là, on a fait 2024 où mais nous, on l'a inscrit en 2012. C'est une vieille affaire pour nous. On l'a inscrit au nom du patrimoine, du costume féminin de l'ouest de l'Algérie, comme on a demandé l'inscription du costume féminin de l'est, du grand est de l'Algérie, qui est le Gondora ou le Mnahfa. Et nous sommes en train de monter un dossier sur la robe kabyle et les bijoux en argent émaillé. Et quand on aura fait ça, pour la moitié nord de l'Algérie, on aura inscrit tout le vêtement féminin. Tout le vêtement féminin. Il s'agira pour nous après de monter un dossier sur le drapé, hein, sur le drapé de Mbarka, qui est spécifique à notre Grand Sud. Donc voilà ce que nous faisons. Voilà ce que c'est que cette chose-là qu'on appelle le mawrouz, le thaqafi, le maddi ou le lamati. Un dernier mot, Monsieur le Président. La différence entre les deux conventions, entre le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Le patrimoine matériel inscrit de la matière, le melmous. Le melmous, ça peut être des monuments. Ça peut être des constructions. Ça peut être des monnaies. Ça peut être de l'archive. Ça peut être tout ce qui en fait produit par les États et les empires. Ce sont les États et les empires qui produisent du monument. Mais nous, les pays du Sud, notre histoire, c'est quoi? On a été tout le temps, quasiment tout le temps, privés de nos empires et de nos États. C'est pour cela que vous trouverez très peu de choses inscrites au patrimoine mondial de matériel, à part les pyramides d'Égypte, qui sont qui représentent un moment extraordinaire, unique dans l'histoire du Sud. Sinon, vous allez trouver quoi? L'Algérie a inscrit Tipaza, du berbéro-romain, on va dire ça. Lambèse, du berbéro-romain. Timgad, du berbéro-romain. Mais il y a très peu, nous avons été privés de nos empires et de nos États. Et c'est ça qui fait que nos patrimoines matériels peuvent paraître réduits. Mais ce déficit est accompagné de la parole vive, du patrimoine immatériel, où nous avons énormément de choses à montrer, énormément de choses à dire, énormément de choses
à faire aimer, à remettre en circulation de par le monde. C'est pour cela que, à l'UNESCO, plein de pays appellent cette convention de 2003, l'appellent la convention de l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est en tête des défenseurs de l'humanité mahgoura, c'est l'Algérie qu'on trouvera. En tête des défenseurs des pays du Sud, de l'Afrique, de la culture, du patrimoine immatériel, de ceux qui représentent les communautés, qui représentent les sociétés, qui représentent les peuples, eh bien c'est toujours l'Algérie qui est en tête. Et il faut rester en tête. Shukran al-Hudhur et merci beaucoup de m'avoir supporté. Voilà, merci Slimane Hachi pour justement cette fierté nationale d'avoir fait cela et d'avoir donc été à l'action de manière positive au niveau de l'UNESCO, donc pour inscrire tous ces costumes féminins et toute cette oralité, et tout ce qui représente le plus intime de nous-mêmes, hein, au niveau de l'UNESCO. Maintenant, ma question, si tu permets, c'est la suivante. Mais une fois, pour que les gens comprennent, une fois que c'est inscrit, est-ce qu'il y a un travail dans le pays pour maintenir, valoriser, pour que les gens, pour que la population, pour que les femmes, les hommes, les enfants, etc., puissent continuer disons cet héritage millénaire. Est-ce que les choses, une fois que c'est inscrit, d'accord, c'est très bien, sur le plan international, on défend nos valeurs, on inscrit nos valeurs, mais est-ce que localement, on fait tout pour que ça se maintienne aussi et que ça continue dans l'avenir? Oui, bonne question. Bonne question. Oui, l'inscription d'un élément sur les listes du patrimoine de l'humanité. Avant de répondre, je voudrais expliquer une nuance. La nuance, c'est que dans la Convention de 1972, pour le patrimoine culturel matériel, celui qui a une matérialité, on inscrit, l'UNESCO a inventé une liste qui s'appelle la liste du patrimoine culturel mondial. Mondial. Ouais. Donc qui appartient au monde parce qu'il a une matérialité. Dans la Convention de 2003, pour le patrimoine immatériel, l'UNESCO a inventé une liste qui s'appelle liste du patrimoine culturel de l'humanité. Donc utilisant pour le patrimoine deux concepts, hein, le monde et l'humanité. Le monde, c'est la matérialité et l'humanité, c'est la vie. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle le patrimoine vivant. Et c'est pour ça que l'un appartient au monde et l'autre appartient à l'humanité. Et la somme des deux fait la planète, hein, fait l'originalité dans le système solaire, fait l'originalité de la planète Terre. C'est ça qui fait notre originalité. Mais pour répondre à ta question, l'inscription augmente la visibilité. Augmente la visibilité. Absolument. Dès que vous êtes inscrit à l'UNESCO, on parle de vous. La planète parle de vous. C'est un atout, c'est une aubaine. Mais que les États, les pays, les sociétés, les peuples doivent pouvoir utiliser cet atout, cette aubaine. D'abord par la remise en circulation. La remise en circulation sociale et sociétale de cet élément. Parce que les ministères de la Culture montent des dossiers. Les experts, les savants, les chercheurs alimentent ces dossiers-là. Mais et après, on le fait arriver à l'UNESCO et il aboutit à l'inscription. Et après. Si la société, les communautés ne le reprennent pas,
يقول لك محبو يدونا الحايك. الحايك راك خليته, tu l'as abandonné. Il faut de la remise en circulation sociétale et sociale. Et l'inscription le permet. Parce que quand vous êtes inscrit par l'UNESCO, la planète, donc tout le que tu as rejeté par inadvertance, ou là par mimétisme, ou là par ceci, ou là par cela, tout le parce que le monde l'admet, le monde l'admire, le monde l'apprécie. Et pourquoi pas toi qui en es l'auteur? Donc la remise en circulation, en effet, la visibilité internationale de l'élément est de nature à augmenter la remise en circulation, la remise en circulation sociale et sociétale. On peut donner des exemples. Nous avons inscrit le rakb de Oulad Sid Cheikh. Le rakb de Oulad Sid Cheikh. Le Beyad Sid Cheikh et tout ça. C'est un pèlerinage absolument magnifique. C'est un pèlerinage où des Algériens, même en dehors de l'Algérie, ils en viennent de partout. Les gens viennent de partout. Et il y a beaucoup de manifestations patrimoniales et culturelles dans le Rakb de Oulad Sid Cheikh. Avec le chant, avec la poésie, avec le Coran et des jeux. Et vous avez un élément très important, c'est la fantasia. Fantasia, les chevaux. Jusqu'à l'inscription, il venait au Rakb de Oulad Sid Cheikh, on a les statistiques, il y a 300 cavaliers qui viennent d'Algérie, Tiaret, Tissemsilt, Beyad. Bon an, mal an, ça tourne autour de 250, 300 cavaliers qui viennent à la Fantasia de Oulad Sid Cheikh. Dès la première année de l'inscription, ça, les statistiques, 2013, 300 cavaliers. 2014, la première année de l'inscription, 1200 cavaliers viennent à Oulad Sid Cheikh. Donc cette inscription booste les éléments, remet en circulation les éléments. On a inscrit le couscous comme patrimoine culturel de l'humanité. Dès la première inscription, vous interrogez les fabricants de couscous, vous interrogez les coopératives féminines de travail à la maison. Parce qu'il y a des coopératives de femmes qui travaillent à la maison, qui roulent le couscous pour le vendre. Vous avez une démultiplication de la demande de couscous fait main. Il y a une coopérative qui est passée de quelques dizaines de femmes au bout d'une année d'inscription, qui est passée à 800 femmes. 800 femmes demandent à travailler chez elles, vont se rendre à la coopérative, prennent la semoule et prennent la semoule à la maison, roulent le couscous à la maison et le remettent en vente à la coopérative. Donc ces inscriptions-là remettent en circulation ces inscriptions à partir du moment où elles assurent la visibilité, parce que cette convention donne la responsabilité de l'élément que vous inscrivez à deux acteurs. Deux acteurs. L'État et la communauté. L'État, c'est toi qui as voulu, tu as demandé à ce qu'on inscrive le RACB. Et bien, de retour, tu dois financer, organiser, permettre l'organisation de ce RACB de Oulad Sid Cheikh. Tu dois financer les associations, puisque tu as demandé. Ça, c'est les obligations de l'État. Mais il y a aussi obligation des communautés et des sociétés de reprise de cet élément. C'est-à-dire que vous avez demandé, vous avez accepté que votre État demande l'inscription, eh bien vous devez le vivre, cet élément-là. Mais ces éléments-là revivent ou ne revivent pas selon que cet élément fait bouillir la marmite, madame, ou pas.
S'il fait bouillir la marmite, s'il fait manger, ben, l'élément va reprendre. L'Ahlil a repris parce que les troupes d'Ahlil sortent de Timimoun, sont invitées chaque fois qu'il y a un colloque, une manifestation, un festival à Constantine, à Oran, à Alger, l'Oued, le Beyyad, etc. Vous avez des troupes d'Ahlil qui sont invitées et qui sont financées. Et donc cet élément fait bouillir la marmite. S'il ne fait pas bouillir la marmite, eh bien l'élément, il meurt. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parfaitement. Et effectivement, d'où le double objectif de l'inscription et de la reconnaissance mondiale, justement, de notre patrimoine culturel, oral, immatériel, etc. Et il y a un effet positif dans la mesure où la conséquence de l'inscription, au-delà de la reconnaissance, c'est le fait que localement, ça a des effets positifs parce que c'est repris en main, c'est revalorisé, c'est retravaillé et moi je dirais même, on avance même dans la créativité de ce produit. On l'améliore parce qu'il est déjà valorisé, donc on va faire mieux. Et ça, c'est très très important. On va bientôt terminer parce que ça fait, mine de rien, on a un peu dépassé l'horaire prévu. Mais pour terminer, j'aimerais donc demander à Madame Belhassan Mbarka de nous lire pour que vous entendiez ce qu'est le hasana. Hein, le hasana. Donc, on va l'écouter et vous allez prêter l'oreille à ce bijou, hein, de l'oralité. الأستاذ طلب مني أني أقرأ شعرا بالحسانية وأنا لست شاعرة وأشتغل خدمت على المدونة الحسانية مي كنت جانب تقني محض لذلك سأجيبك ببيت شعري. شكرا شكرا. حد اسكت عن قول الموزون ما هي شينة غير اللي شين حد يقولوا ما هو موزون ولا موزون ولا هو زين. هذا القاف هو يؤكد على الصرامة في الثقافة الحسانية، على إتقان اللهجة الحسانية والحفاظ على القواعد تاع اللسان بشكل عام. لكن الشعر هنا المعنى اللي أشرح حد سكت عن قول الموزون. مثلا لو يطلب مني أني أقرأ شعرا نقول له ما نعرفش نقول الشعر، يقول لك أحسن من أنك تقول شعر وتزيد تلحنه وتشكله إلى غير ذلك. هذه هي الإجابة نتاعي. حد سكت عن قول الموزون ما هي شينة غير اللي شين حد يقولوا ما هو زين ولا لا موزون ولا زين. شكرا. شكرا يعطيكم الصحة. Voilà. Alors on passe, on prend 5 minutes quand même pour qu'il y ait un échange entre vous et nos deux invités, à savoir Madame Belhassan Mbarka de l'Université d'Oran 2 et Monsieur Slimane Hachi qui est le directeur du CRNPH. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que vous avez entendu ou des commentaires, hein, ou s'il y a un point qui vous a échappé et que vous aimeriez qu'on vous explique un peu plus ce qui a été dit, n'hésitez pas. Voilà, le débat est ouvert pour une période de 5 minutes. Ah, voilà, c'est bien. Slimane, tu as une question de la part de notre ami. سؤال بالنسبة لمسيو حاشي en tant que directeur de le centre CNRPH. لأنه أنا جيت في الأساس أني نتكلم على الموروث الثقافي الجزائري الذي لم يسجل، والموروث الثقافي الحساني عنده كل الشروط ليسجل. مثلا الخيمة لوبر، خيمة لوبر، الصناعة نتاعها، صناعة الجلود، صباغة الجلود،
وهادو ولحوا لك كنت هضرت على لي بيجو كابيل. احنا كذلك عندنا عائلات توارثت، دونك عائلات خاصة بالصناعة التقليدية. دونك هل فيه، لأنه نتكلموا هل تجاوزنا المرحلة اللي كان فيها مولود معمري سي ان كابيل ويروح لتيميمون ويشتغل على الشفوية ويجمع؟ هل فيه باحثين من الشمال اللي يهتموا ولا يساعدوا انهم، لانه احنا في لونثروبولوجي وانت تعرف استاذي وتعرف قبلي لونثروبولوجي سي ليتود دو لوتر. دونك انا لما ندرس المجتمع نتاعي مهما يكون ما يكونش كيما لما يجي واحد، لانه لما نتكلم على الجزائر قاره ثقافيه متنوعه. دونك مثلا تيندو في البشار سي 800 كيلومتر بيناتنا، تا بالبالة يتكلموا الشلحة مجتمع آخر. دونك هل فيه مشاريع الاهتمام بالموروث الثقافي من الشمال سيرتو لو سي ان ار بي اش؟ Beau question, Kimego. Beau question. Oui. C'est vrai que Mouloud Maamri a fait ce travail. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a la relève? En d'autres termes, voilà la question. Voilà. Mouloud Mamri est fondateur de l'anthropologie algérienne. C'est lui qui a fondé l'anthropologie en Algérie, bien il était directeur du CRAP, il était anthropologue, il travaillait beaucoup sur les sociétés de l'Algérie entière, voire du Maghreb, voire de l'Afrique. Le CRAP, ça s'appelait Centre de recherche anthropologique, préhistorique et ethnographique. Anthropologique avec le CRAP, c'est l'anthropologie physique, c'est-à-dire l'anthropologie du squelette, etc. Et après Mouloud Mamri, ceux qu'il a formés, ceux qu'il a investis, ont changé de nom au CRAP. On a changé de nom au CRAP. Il est devenu le CNEHA un peu avant, mais surtout Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. On a gardé le P du CRAP préhistorique, on a gardé le A du CRAP anthropologique, mais on a enlevé le E pour le remplacer par le H. On a enlevé le E de l'ethnographie pour le remplacer par le H. Et du coup, l'anthropologie, qui peut être une anthropologie historique, a consisté à porter un regard sur soi. De ne plus se faire examiner par l'autre. C'est ça l'ethnographie. L'ethnographie, c'est le regard de l'autre sur soi. Il y a même eu un petit mouvement d'ethnographie à l'envers, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, où des gens ont été portés en France pour parler des Français, pour faire de l'ethnographie à l'envers. Là, c'est une parenthèse que je ferme tout de suite. Mais l'ethnographie, c'est le regard de l'autre sur soi. L'anthropologie, c'est le regard de soi sur soi. Donc on s'est mis à se regarder. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le CRAP, le CNEH, le CNRPH, qui est la même entité, est extrêmement spécialisé sur le Sahara. Extrêmement spécialisé sur le Sahara, aussi bien du point de vue de la préhistoire que de l'anthropologie. Vous avez des grands chercheurs de grands noms, après Mouloud Mamri, bien sûr, comme Rachid Bellil, qui a travaillé sur le Gourara, Touat Tidikelt. Vous avez quelqu'un comme Ahmed Abnaoum, qui a travaillé sur l'Atlas saharien, le Beyyad, tout le grand sud-ouest du pays. Vous avez des chercheurs comme ça qui continuent de s'investir sur la culture dans le Grand Sahara. Mais vous avez raison de signaler
un petit déficit que nous nous emploierons à combler. C'est le Grand Sud-Ouest, au sud et à l'ouest de Béchar. Le ministère de la Culture a créé un parc de Tindouf, parc culturel de Tindouf, comme le parc du Tassili, comme le parc du Hogar, comme le parc de l'Atlas, le parc du Touat Gourara, Tidi Kelt. Et ce parc doit être plus investi. La recherche scientifique avec vous, avec ce que vous avez fait sur le Hassaniya, dans la suite de ce café, connaissez-vous Aline Tozin? Dans la suite de ce café Aline Tozin, au Langzo, Sophie Caratini, Pierre Bonte. Donc, à tout cas, il faut reprendre, il faut qu'on crée des équipes qui aient du souffle. Ce n'est pas des choses avec faire des choses, des coups, mais il faut, la recherche, c'est du souffle. La recherche, quand on lance une équipe, quand on lance un programme, c'est tout de suite sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Quelqu'un comme Rachid Bellil, à la suite de Mouloud Mamri, travaille sur le Gourara depuis la fin des années 70. Hein, depuis la fin des années 70, pour accomplir et terminer sa recherche, il a vécu à Timimoun. Il a été enseignant de lycée, malgré son haut niveau. Il était déjà docteur, mais pour vivre là-bas, il a été enseignant de philo au lycée pendant 2 ans ou 3 ans pour parachever sa recherche. J'espère avoir répondu à votre question. Ok, nous avons une question. Il y a un micro qui... Question courte. Bonjour. Donc, Monsieur Hachi, vous avez parlé de remise en circulation qui est des devoirs des communautés et des sociétés. Parlons de notre cas. On a des éléments inscrits. Je cite pour exemple Sboa. Vous ne pensez pas que ces sociétés communautés, parfois se posent comme un obstacle? Pourquoi? Parce que certaines croyances se heurtent avec ces savoirs, ces pratiques. C'est le cas de Sboa. Pour des considérations religieuses, dogmatiques, par exemple, Sboa, je sais très bien, les gens n'adhèrent pas. Pourquoi? En partant du principe que célébrer la naissance du prophète est considéré comme des pratiques. Voilà. Ma question, est-ce que ces communautés ne posent pas parfois un sérieux problème, un obstacle pour la reproduction de ces savoirs, ces pratiques rituelles? Merci. Oui, vous citez l'exemple du SBOA de Timimoun. Vous citez l'exemple du SBOA, qui est un pèlerinage annuel à la Zawiya de Sidi El-Hajj Belkacem, qui se trouve à Timimoun. Vous savez, vous avez des milliers, des dizaines de milliers de gens qui viennent. Ce à quoi vous faites référence, des obstacles, des entraves, c'est vraiment des trucs mineurs. Hein. J'ai vécu un sport, le sport de l'année dernière, il y avait des milliers de personnes. Et des milliers de personnes qui viennent de partout. Qui viennent de partout, du Tidikel, du Gourara, du Hogar, du Tassili, des régions plus au nord, etc. Sport draine des milliers de personnes. C'est parce que ce patrimoine est profondément ancré dans la société. Jamais il ne disparaîtra. Quel que soit ce qu'on peut faire face à ces patrimoines. Regardez le Rekb de Ouled Sidchir. Pendant longtemps, on l'a fait coïncider avec une foire économique. Le etc. Pour le faire oublier. Ce qui a été oublié, c'est la foire économique, c'est pas le RECP. Hein. Ce qui, bien sûr, oui, on peut gêner, entraver, mais jamais faire disparaître.
parce que On ne si peut ça pas doit- effacer. on ne peut pas effacer. Si ça disparaît, ça veut dire que ça ne fait pas partie du patrimoine. Ça veut dire que ce n'est pas suffisamment ancré. Ça veut dire que c'est artificiel. Parce que rien n'est plus fort que la communauté, que la société, que les populations, que le peuple, que les faits identitaires. Ça identifie les populations. Ils peuvent pas, ça ne peut pas ne pas être. C'est ontologique. C'est en lien avec l'être. Voilà, donc notre séance tire à sa fin. Je remercie énormément Madame Belhassan Mbarka pour nous avoir lu le Hassana, hein, et nous donner justement ce qu'est le son et puis la finesse dans 2 phrases, et combien la métaphore est importante et combien ce que disent les mots et la subtilité justement de la pensée, comment elle s'exprime dans cette langue. Je remercie mon ami Slimane Hachi, hein, qui est le directeur du centre du CNRPH, et je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis votre attention vraiment assidue, je l'ai vu, et à demain et après-demain pour d'autres rencontres au niveau de l'espace Afrique. Je vous souhaite une très bonne soirée.